Le parc régional de Whiting Ranch, dans le sud de la Californie, semblait être l'exemple même de la tranquillité et de la sécurité. Des milliers de personnes y venaient chaque jour pour profiter des sentiers pittoresques et des vues à couper le souffle. Aucun d'entre eux ne se doutait que ce jour-là, les paisibles canyons deviendraient le théâtre d'événements qui ébranleraient l'Amérique tout entière. Dans ces lieux, la nature sauvage a toujours côtoyé la civilisation. Les gens avaient l'habitude de se sentir en sécurité sur ces sentiers et dans ces canyons, pensant que les frontières entre leur monde et celui des animaux sauvages étaient clairement définies. Mais la nature nous rappelle parfois cruellement combien cette frontière est illusoire et combien une promenade familière peut rapidement se transformer en lutte pour la survie. Le 8 janvier 2004, les sentiers du Whiting Ranch Wilderness Park, dans le sud de la Californie, étaient remplis d'amateurs de plein air qui se pressaient pour profiter des dernières heures du jour. Le soleil couchant illuminait les pentes majestueuses du Red Rock Canyon, créant le cadre idéal pour une promenade nocturne à vélo. Couvrant plus d'1 millier d'hectares, ce parc est un système complexe de sentiers de montagne, de canyons et d'espaces ouverts. Situé à la limite du développement urbain, le parc est devenu une destination populaire pour les amateurs de plein air, en particulier les cyclistes attirés par la variété des itinéraires difficiles. L'un des itinéraires cyclistes les plus populaires est le Cactus Hill Trail, un sentier techniquement difficile avec une montée raide et une descente rapide. Le sentier exigeait un haut niveau d'habileté. Toute erreur pouvait entraîner une chute dans le fourré de cactus ou dans le ravin qui bordait l'itinéraire. Malgré sa proximité avec la ville, le parc est resté une zone sauvage. Il abrite à la fois des herbivores et des prédateurs tels que les coyotes et les lions de montagne. Bien que les rencontres avec les grands prédateurs soient rares, le service des parcs enregistre régulièrement leur présence et invite les visiteurs à la prudence. Ce jour-là, Anne Yeller, 30 ans, ancienne marine et aujourd'hui entraîneuse de fitness à succès, se promenait sur les sentiers pittoresques du parc. Après avoir servi dans le corps des Marines, Anne s'est entièrement consacrée au cyclisme, qu'elle considère comme l'échappatoire parfaite à l'agitation urbaine du sud de la Californie. Bien qu'elle ait travaillé comme entraîneur personnel, elle a pratiquement abandonné la salle de sport et passe désormais tout son temps libre à parcourir les sentiers de montagne. Sa grande amie, Debbie Nichols, est à ses côtés. Malgré leur différence d'âge de 18 ans, elles se complètent parfaitement sur les pistes. Debbie, en tant que mère et grand-mère, n'avait rien à envier aux plus jeunes, en termes de vitesse et de technique de conduite. Les deux femmes étaient membres des Trail Angels, une association de femmes cyclistes, mais elles préféraient rouler seules, se concentrant sur l'amélioration de leurs compétences plutôt que sur la discussion. Anne avait prévu une petite séance d'entraînement ce jour-là. Elle venait de rendre visite à sa famille à Minneapolis et voulait s'étirer après une pause de 2 semaines. Après avoir rangé à la hâte les courses qu'elle avait achetées à la maison, elle a laissé quelques sacs dans la cuisine, prévoyant de revenir dans 1 heure. L'itinéraire de Whiting Ranch était parfait pour cet objectif. 45 minutes de conduite intense devraient suffire à la remettre en forme après ses vacances. Alors qu'elles grimpent au sommet de Cactus Hill, Anne et Debbie aperçoivent 2 cyclistes qui les dépassent dans un nuage de poussière. L'excitation sportive envahit Anne. Elle se sert souvent des autres cyclistes comme point de référence, entrant tacitement en compétition avec eux. Prête ? Elle sourit à Debbie et elle dévalère la pente en suivant les silhouettes qui avaient disparu devant elle. Alors qu'elle prenait de la vitesse sur la pente descendante, Anne gardait un œil attentif sur la route. Toute erreur à cette vitesse pouvait lui coûter de graves blessures. Soudain, elle freine brusquement. Un homme se tient sur le chemin, avec 2 bicyclettes à la main. Ralentissant, Anne lui demande si tout va bien. « J'ai trouvé un vélo abandonné », répond l'inconnu. La situation semble étrange à Anne. Aucun deuxième cycliste n'est visible sur le plateau ouvert, ce qui pourrait expliquer la présence du vélo supplémentaire. Cependant, habituée aux conversations informelles sur les sentiers, elle n'y prêta pas attention. Faisant un signe de tête à l'homme, Anne et Debbie poursuivent la descente. Aucune d'entre elles n'aurait pu deviner que cette étrange rencontre était le signe avant-coureur des événements tragiques qui allaient se dérouler ici très bientôt. Continuant à descendre le sentier sinueux, Anne prend de l'avance. Le panorama qui s'offre à elle depuis le petit plateau attire son attention. Des collines couvertes d'arbres et des pics de roches rouges scintillant dans le soleil couchant. Quelque part dans le ciel, un faucon s'élevait, son cri se répercutant sur les parois du canyon. C'est à ce moment-là que sa vision périphérique perçut un mouvement dans le fourré à droite du sentier. Quelque chose de grand et de brun rougeâtre s'approchait rapidement d'elle. Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'un cerf. Des observations similaires s'étaient déjà produites ici.
Mais la réalité est bien plus effrayante. L'instant d'après, un coup puissant fait tomber Anne de son vélo. Elle n'a même pas eu le temps de réagir. Ses jambes se sont automatiquement détachées des pédales de contact lorsque le corps massif du prédateur s'est approché d'elle par le côté. Alors qu'elle tombait, sentant le poids de la bête et ses puissantes griffes s'enfoncer dans son dos, elle réalisa avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'un cerf. Elle était attaquée par un puma. Le puma, qui pesait environ 60 kg, a plaqué Anne au sol. Le prédateur a agi selon le scénario bien rodé de la nature. Ses griffes se sont enfoncées profondément dans les épaules de la victime en essayant d'atteindre son cou. Les crocs frappent à plusieurs reprises le casque de vélo qui avait jusqu'alors protégé la tête d'Anne de la morsure mortelle. 4 années passées dans les Marines avaient appris à Anne à garder son sang-froid, même dans des situations extrêmes. Le combat au corps à corps et l'entraînement à la survie, qui semblaient routiniers à la base du corps des Marines, sont devenus la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Son esprit, entraîné à évaluer rapidement la menace, fonctionne clairement malgré le choc. Protéger son cou, utiliser ses mains pour se défendre, chercher les faiblesses de l'ennemi. Malgré son entraînement, la force du prédateur est écrasante. Anne tente de protéger son cou en serrant son menton contre sa poitrine, une technique que son mari James, instructeur d'arts martiaux, lui a apprise. De sa main droite, elle tente désespérément de frapper le lion au visage, visant les yeux et le nez, les points les plus vulnérables. Mais ses coups ne semblent avoir aucun effet sur lui. La puissance de ce fauve dépassait toute l'expérience acquise lors des combats d'entraînement. Soudain, Anne sentit une traction. Le prédateur commença à la traîner le long de la pente, comme le font les grands félins avec leur proie. Elle comprit que si le lion l'entraînait plus profondément dans le fourré, elle aurait peu de chances d'être sauvée. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu Debbie crier. Elle a sauté de son vélo et s'est précipitée au secours de son amie. Le cri de terreur de Debbie a résonné dans le canyon lorsqu'elle a vu le puma s'acharner sur son amie. Sans penser aux conséquences, elle a saisi son vélo et l'a lancé violemment sur le prédateur. « Lâchez-la, à l'aide, à l'aide !» Ses cris désespérés fendent l'air alors qu'elle tente de sauver Anne qui ne peut plus crier. Le lion lui a serré la gorge. Debbie s'élance et saisit la cheville gauche d'Anne, essayant d'arracher son amie à l'emprise mortelle de la bête. Une lutte désespérée s'engage entre l'homme et le prédateur. Le lion, qui pèse plus de 60 kg, entraîne facilement les deux femmes dans les fourrés épineux, de plus en plus loin du sentier. Des branches griffues et des rochers pointus déchiraient leurs vêtements et leur peau, mais Debbie gardait les mains jointes et continuait à appeler à l'aide. Ses cris sont entendus par un groupe de cyclistes. 4 hommes ont immédiatement commencé à lancer des pierres sur le prédateur en criant et en essayant de faire fuir la bête. Les pierres se succèdent et frappent le lion sur les flancs et dans le dos. L'un des cyclistes, un homme de grande taille vêtu d'un t-shirt bleu, s'est rapproché des autres. Arrachant son casque au péril de sa vie, il se précipite en avant et frappe le visage du lion avec force. Le prédateur, abasourdi par l'attaque soudaine et la grêle de pierres, finit par lâcher prise. Profitant de la confusion de la bête, Debbie et les hommes traînent l'âne ensanglanté vers le haut de la pente. Le puma recula dans le fourré, mais resta à proximité, ses yeux jaunes observant le groupe d'hommes à quelques mètres seulement, comme s'il attendait le moment d'attaquer à nouveau. Lorsqu'elle a repris conscience, Anne ne pouvait plus respirer. Sa gorge était remplie du sang de ses nombreuses blessures. Avec l'aide de Debbie, elle s'est assise et a essayé de tousser. Chaque mouvement est accompagné d'une douleur aiguë. Les profondes blessures de griffes sur son dos et ses épaules la font palpiter, et elle se rend compte que sa joue gauche est presque complètement arrachée. Elle la tient avec sa main, essayant de la presser contre son visage. L'état d'Anne se détériore de minute en minute. Une vingtaine de lacérations profondes continuaient de saigner, trempant ses vêtements. L'une des plaies du cou était particulièrement inquiétante, si profonde qu'on pouvait y enfoncer un doigt jusqu'à la 2e phalange. Par une incroyable coïncidence, les crocs du prédateur étaient passés à quelques millimètres de la carotide et des cordes vocales. L'un des cyclistes, en raison des problèmes de communication à cet endroit, pouvait à peine appeler les services d'urgence. Un autre a enlevé son t-shirt et l'a tendu à Anne pour arrêter l'hémorragie. Le groupe se rend compte de la gravité de la situation. La route la plus proche se trouve à plusieurs kilomètres et le prédateur est toujours dans les parages. Après 19 minutes qui ont semblé une éternité, les secours des pompiers sont apparus sur le sentier. L'équipe de 3 personnes se répartit rapidement autour de la victime. Tandis que 2 d'entre eux commencent l'examen initial, l'ambulancier principal contacte le central. Après avoir évalué la gravité des blessures et la distance par rapport à la route, il demande immédiatement une évacuation aérienne.
Les professionnels ont agi rapidement et méthodiquement, mais l'étendue des blessures était très préoccupante. Multiples lacérations au niveau du cou, certaines dangereusement proches de l'artère carotide, blessures faciales étendues et profondes marques de griffes sur le dos et les épaules. Les ambulanciers ont appliqué plusieurs bandages sur les blessures les plus graves et ont commencé à mettre en place une perfusion pour compenser la perte de sang. Il faut attendre une vingtaine de minutes avant d'entendre dans le ciel le bruit d'un hélicoptère de sauvetage en approche. Il s'agit d'un Bell 407 médical de l'hôpital Mission, le centre de traumatologie de niveau 1 le plus proche. Le pilote a effectué plusieurs cercles au-dessus de la Seine, choisissant un site d'atterrissage approprié. Il n'y avait plus de temps pour une inspection détaillée. Le patient devait être transporté d'urgence à l'hôpital. 4 cyclistes masculins aident les ambulanciers à transférer Anne sur un brancard. Chaque mouvement pendant le transport pourrait aggraver ses blessures ou provoquer une nouvelle hémorragie, mais il n'y avait pas d'autre choix. Le groupe a lentement entamé l'ascension vers l'endroit où l'hélicoptère attendait, tout en surveillant constamment l'état de la victime. Le trajet de 15 km jusqu'à l'hôpital de Mission Viejo a duré quelques minutes. Dès que les portes de l'hélicoptère se sont refermées et que les hélices ont commencé à prendre de la vitesse, l'équipe médicale a poursuivi le combat pour la vie d'Anne. Dans l'espace confiné de l'hélicoptère, ils ont essayé de stabiliser son état en surveillant constamment ses signes vitaux et en maintenant des perfusions intraveineuses pour compenser la perte de sang. Une équipe médicale spécialisée avait déjà été déployée aux urgences traumatologiques. L'hôpital de Mission Viejo, en tant que centre de traumatologie de premier plan dans la région, recevait régulièrement des patients graves, mais même pour son personnel expérimenté, le cas d'Anne se distinguait par sa gravité. Le médecin de garde, qui a consacré plus de 20 ans à la traumatologie, admettra plus tard que les blessures d'Anne étaient parmi les plus graves de sa pratique. La patiente est immédiatement orientée vers un examen complet. Un scanner et une série de radiographies doivent permettre de dresser un tableau complet des blessures, y compris des lésions éventuelles des organes internes et des structures osseuses. Chaque minute comptait, les médecins craignaient l'apparition de complications dues à de graves lésions des tissus mous. Les résultats de l'examen ont dépassé les pires craintes des médecins. 20 blessures profondes dans la région du cou, dont certaines étaient littéralement à quelques millimètres de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Les dommages causés aux nerfs faciaux étaient catastrophiques. Les 2 principaux troncs étaient complètement sectionnés, ce qui nécessitait une microchirurgie immédiate pour éviter une perte permanente de l'expression faciale. James, le mari d'Anne, est arrivé à l'hôpital. Il est à peine reconnaissable. Le professeur d'arts martiaux, toujours calme et posé, est en état de choc. Pendant que les médecins préparaient la salle d'opération, il est resté aux côtés de sa femme, lui tenant la main et essayant de la réconforter, même s'il avait du mal à gérer ses propres émotions. Alors que les médecins luttaient pour la vie d'Anne, des événements se sont déroulés au Whiting Ranch Wilderness Park, qui ont mis en lumière les événements tragiques de ce jour-là. Le service des parcs, en collaboration avec le personnel du ministère de la Pêche et de la Chasse, a immédiatement organisé une opération de recherche. Leur première priorité était de localiser et d'éliminer le prédateur qui représentait une menace mortelle pour les visiteurs du parc. Les recherches ont conduit les gardes forestiers à la même bicyclette à la tiquette abandonnée que celle devant laquelle Anne était passée. Ce qui avait d'abord semblé être une étrange découverte sur le sentier prenait alors une signification inquiétante. À quelques mètres du vélo, dans un fourré dense, ils trouvent des traces de lutte et des gouttes de sang. Plus loin sur le sentier, les gardes forestiers font une découverte macabre, le corps d'un cycliste. Il s'agit de Mark Reynolds, 35 ans, un cycliste expérimenté qui a été la première victime du prédateur en ce jour funeste. Le tableau des événements tragiques commence à s'éclaircir. Le puma a attaqué Mark quelques heures avant la rencontre avec Anne, et c'est son vélo qu'elle a vu avant sa propre collision avec la mort. Les experts, après avoir étudié la nature des blessures, ont conclu qu'il s'agissait d'une attaque classique de puma, une attaque fulgurante par derrière, sans la moindre chance de résistance. Il n'y avait pratiquement aucun signe de lutte sur le corps, ce qui indiquait la soudaineté de l'attaque. À 19h, une équipe de recherche, composée de chiens d'assistance, a retrouvé le puma à environ 800 mètres de l'endroit où Anne a été attaquée. Conformément au protocole de sécurité et compte tenu de l'agressivité apparente de l'animal envers les humains, la décision a été prise d'éliminer immédiatement le prédateur. Le tireur d'élite expérimenté du département a tiré 2 coups de feu précis, tuant l'animal sur le coup.
L'examen ultérieur de la carcasse a confirmé que ce puma mâle, pesant 62 kg, était responsable des 2 attaques. Des restes humains ont été trouvés dans son estomac, et les marques de griffes et de dents correspondent exactement aux blessures des victimes. Les chaînes de télévision locales ont interrompu leur programme du soir pour diffuser un bulletin d'information de dernière minute. Les journalistes diffusaient en direct du parc où se déroulait l'opération de recherche. Les reportages décrivaient en détail ce cas sans précédent de 2 attaques en une journée, en interrogeant des experts de la faune et des témoins oculaires des événements. Une attention particulière a été accordée à l'héroïsme de Debbie Nichols et des autres cyclistes dont les actions décisives ont sauvé la vie d'Anne. CBS Los Angeles a interviewé un porte-parole du Department of Fish and Game qui a souligné le caractère exceptionnel de l'affaire. Au cours des 100 dernières années, il n'y a eu qu'une vingtaine d'attaques confirmées de pumas sur des êtres humains en Californie. L'incident survenu dans le parc de Whiting Ranch a été le cas le plus médiatisé de ces dernières années en Californie du Sud et a suscité un vaste débat public sur la sécurité dans les parcs naturels. Dans les semaines qui ont suivi, Anne a subi une série d'interventions chirurgicales complexes. La première opération a duré plus de 6 heures. Les médecins ont dû réparer 2 troncs principaux de nerfs faciaux qui contrôlent les fonctions d'expression du visage. Le docteur Nolan, qui a pratiqué l'opération, a réalisé un travail en filigrane pour trouver et connecter les minuscules terminaisons nerveuses, bien qu'il ait dit que c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. L'opération a également nécessité la réparation des tissus mous du visage et de multiples blessures au cou, dont certaines étaient profondes de plusieurs centimètres. La rééducation s'est avérée être un processus long et douloureux. Les 3 premiers mois ont été consacrés à la cicatrisation des blessures. Ensuite, elle a entamé un long programme de physiothérapie pour retrouver la mobilité de ses muscles faciaux et de son cou. Anne a dû réapprendre des gestes simples comme sourire ou fermer complètement les yeux. Chaque séance était accompagnée de douleurs, mais elle a persévéré. Tout au long de sa convalescence, son mari James a été aux côtés d'Anne. Son soutien et ses soins constants ont joué un rôle important dans son rétablissement. Après des mois de rééducation, les médecins ont suggéré une nouvelle opération de chirurgie esthétique, mais Anne a décidé de laisser ses cicatrices telles quelles. « Il ne se passe pas un jour sans que je me rende compte de mes cicatrices faciales, mais j'ai appris à vivre avec », admettra-t-elle plus tard. 6 mois après l'attaque, Anne a surpris tout le monde en décidant de reprendre le vélo. Elle a recommencé à parcourir les sentiers de Whiting Ranch, y compris Cactus Hill, l'endroit où l'agression s'est produite. C'est devenu pour elle un moyen de se prouver que la peur ne pouvait pas diriger sa vie. L'histoire d'Anne a trouvé un large écho et elle a bientôt commencé à recevoir des invitations pour parler de ses expériences de survie. D'abord réticente, elle devient peu à peu une oratrice motivée et recherchée, partageant son histoire avec divers publics. Ses discours abordent non seulement l'incident lui-même, mais aussi les thèmes du dépassement des traumatismes, de l'acceptation de soi et de l'importance du soutien des proches. L'histoire d'Anne Yeller n'est pas seulement celle d'un animal sauvage attaquant un être humain, c'est une histoire sur la frontière ténue entre le confort familier de la vie urbaine et les dures lois de la nature. Elle montre comment, en l'espace de quelques secondes, notre illusion de sécurité peut être brisée, et ce que signifie se battre vraiment pour la vie. Cette histoire soulève de nombreuses questions. Que feriez-vous à la place de Debbie si votre amie était attaquée par un prédateur mortel ? Risqueriez-vous votre vie ? Et que feriez-vous après un tel incident ? Retourneriez-vous sur les mêmes pistes ou quitteriez-vous définitivement les sports extrêmes ? Si vous avez aimé cette histoire, soutenez la vidéo avec un like, cela aidera d'autres personnes à découvrir cet incroyable cas de survie et d'héroïsme de gens ordinaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon dont les gens font preuve d'une incroyable force d'âme dans les situations les plus critiques et sur le fait que la réalité peut parfois être plus excitante que n'importe quel film fantastique. Quelle histoire de survie aimeriez-vous entendre dans la prochaine vidéo ? Écrivez vos souhaits dans les commentaires et rendez-vous dans les prochains épisodes.